Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Métro Sapiens. Aujourd'hui, nous continuons notre série d'entretiens avec des personnalités impactantes et inspirantes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, je suis très flatté d'être reçu par David Dickens. Nous sommes à 2 pas du parc Monceau et David nous reçoit très gentiment, en toute simplicité chez lui. Comment vas-tu, David ? Très bien, merci, je suis très honoré, très content de faire cette petite vidéo avec toi. Excellent. David Dickens, on va le rappeler un petit peu ton parcours. Donc tu es directeur marketing au cirque Phoenix. Absolument. En fait, directeur marketing de la société de spectacles et événements, qui est une holding dont le cirque Phoenix est une filiale. Et une des filiales. Et donc en préparant cet entretien, j'ai vu que tu avais commencé tes premiers pas dans l'univers artistique à 14 ans. Tout à fait, oui. Car tu as démarré à 14 ans donc en tant que mannequin. Oui, mannequin enfant. Mannequin enfant. Est-ce que tu Alors c'est parfaitement anecdotique. Comment ça s'est passé ? J'ai une tante, la sœur de ma mère, qui était très introduite dans le milieu de la mode. D'accord. Et un jour, je l'accompagnais, elle allait voir des amis qui, pour une campagne, Benetton pour ne pas la citer, cherchaient un petit garçon noir. Donc j'étais parfaitement au bon endroit au bon moment pour commencer cette campagne. Et puis depuis lors, ça ne s'est jamais arrêté. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus un hobby. Et je viens de finir d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as vu, la campagne de Philippe Zorzetto. Très belle campagne aussi, mais mon activité principale, c'est vraiment le cirque Phoenix et le marketing. D'accord. Donc comment est-ce que tu es arrivé dans le milieu du spectacle, dans le milieu du cirque ? Parce qu'avec ton passé de mannequin, comment est-ce que tu es arrivé au milieu du cirque ? Alors en fait, c'est pas très éloigné. Il se trouve que j'ai fait la rencontre d'Alain Pachery, qui avait une vision des arts du cirque et du spectacle qui était très intéressante. Nous étions amis à l'époque. Et je me posais des questions sur mon avenir. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'avais vécu aux États-Unis, je rentrais d'un an à Séville, j'avais vécu en Italie et je me cherchais un petit peu. Et lui, à l'époque, au cirque Phoenix, n'ouvrait pas au public individuel. En fait, il organisait ce qu'on appelle les arbres de Noël, qui sont les fêtes de fin d'année des institutions ministérielles, de grandes sociétés, etc. Et à ce moment-là, il a décidé d'ouvrir au public. Qui dit ouverture au public dit promotion, marketing. Et il m'a demandé si j'étais intéressé, effectivement, pour gérer cette partie de l'activité. Donc j'ai accepté et très vite, on a remporté un succès en développant une image du cirque Phoenix assez spécifique. Alors justement, par rapport à l'image de ce cirque-là, parce que c'est vraiment très particulier, il faut le rappeler, parce que tu as, dans ce spectacle-là, il y a différentes disciplines qui se rencontrent. Tout à fait. Tu as des danseurs de claquettes, des acrobates, des contorsionnistes. Alors ce qu'il faut rappeler, je crois, c'est que en France, on a une tradition de cirque très classique, avec les familles de cirque que l'on connaît, les Grusses, les Bouclillonnes. Donc on entend par cirque traditionnel une succession de performances acrobatiques sans lien les unes avec les autres. Ça, c'est le cirque traditionnel. Et le cirque contemporain, à l'opposé, repose sur une trame écrite qui lie chacun des numéros. Et la performance acrobatique est une illustration du propos que l'on veut donner. Voilà, ça c'est vraiment une différence fondamentale. Donc nous, on s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler un cirque néoclassique. Donc on demande à nos artistes une maîtrise parfaite du répertoire acrobatique. En revanche, on s'autorise absolument toutes les passerelles. C'est la raison pour laquelle chez nous, on voit des acteurs, des chanteurs, évidemment des acrobates et des artistes de cirque, mais on s'autorise absolument toutes les passerelles pour créer une forme de spectacle qui va au-delà du cirque, mais qui repose toujours sur la maîtrise du répertoire acrobatique. Ça, c'est la base. Et donc vous avez pu dupliquer cette façon de faire avec Cirque du Pékin ? Tout à fait. Le cirque de Pékin nous appartient donc en France et en Europe. Là, effectivement, il n'y avait pas de propos à changer dans le sens où vraiment le répertoire acrobatique chinois est millénaire. Il brille dans le monde entier. Mais on a quand même distillé, ça et là, dans nos productions, une vision nouvelle du cirque chinois par rapport à ce qu'il était auparavant. Là où on a vraiment innové dans le cirque, c'est quand effectivement on a décidé de proposer aux spectateurs un voyage plutôt exotique dans le sens parfaitement positif du terme, avec notamment le spectacle Cirque Africa
dont on a beaucoup entendu parler, qui a très bien marché. Et donc c'est comme ça une parenthèse joyeuse qui permet de montrer, en s'éloignant du folklore, la culture d'un continent, d'un pays. Donc avec l'Afrique, c'était clairement le cas. J'ai coutume de dire que le cirque chinois fonctionne sur des légendes, des mythes, un répertoire acrobatique important. Et on s'est rendu compte très vite qu'on pouvait transposer tous ces critères sur le continent africain. On a des ballets traditionnels, parfois très acrobatiques. On a des chants, on a les griots. Donc c'était très facile pour nous de reprendre une légende contée par un griot et de l'illustrer par des numéros de cirque. C'est ce qu'on a fait avec Cirque Africa. C'est devenu comme ça un voyage exotique de 2 heures, un voyage qui n'est pas folklorique, qui est parfois didactique et qui convient à toutes les générations de spectateurs. Notre propos, c'est vraiment ça, faire un spectacle qui soit davantage qu'un spectacle de cirque, quelque chose qui soit effectivement une invitation à un voyage comme ça, pendant 2 heures, un dépaysement total. On ne sert pas la soupe aux spectateurs, on veut vraiment l'emmener dans notre univers. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'animaux, il y a peu de clowns, et les spectacles reposent toujours sur une trame écrite. Tout en sachant qu'en Afrique, tu me le diras si je me trompe, il n'y a pas de tradition du cirque en tant que tel. Non, en fait, il y a 2 écoles de cirque aujourd'hui en Afrique. Une école de cirque social, qui s'appelle Zip Zap Circus, qui est à Cape Town, en Afrique du Sud, où là, effectivement, c'est une Française, Laurence Estève, et Brandt, son mari, qui est sud-africain. Ils se sont rencontrés au Club Méditerranée, ils sont partis en Afrique du Sud, ils ont installé un trapèze sur une plage. Et ils se sont rendus compte que tous les week-ends, les enfants des townships, donc les enfants privés de tout, qui sont dans des conditions vraiment très difficiles, parfois des enfants atteints du sida, des enfants addicts au crack, ces enfants-là venaient le week-end et s'initiaient au trapèze. Cette école, Zip Circus, a pris une ampleur considérable pour devenir aujourd'hui vraiment une fondation importante, d'ailleurs reconnue par Nelson Mandela à l'époque, qui prépare les citoyens sud-africains de demain pour créer des citoyens exemplaires. Donc ça aussi, c'est un propos qui nous a plu, propos d'universalité, de fraternité entre les peuples, déjà loin des idées d'apartheid au moment où les choses n'étaient pas si simples. Donc voilà, ça, on travaille beaucoup avec cette école depuis longtemps, et puis on travaille avec une école en Tanzanie dirigée par Winston Rudle, où là encore, on s'inscrit dans un programme à la fois artistique évidemment, mais aussi un programme social, un vrai accompagnement des artistes sur scène, mais aussi dans leur vie. C'est vraiment ce qui nous anime. D'accord. Alors effectivement, il n'y avait pas de tradition, pour répondre à ta question, il n'y avait pas de tradition pure de cirque en Afrique telle qu'on peut l'entendre aux États-Unis ou en Russie ou encore en Chine, mais il y avait les bases réunies pour pouvoir créer un cirque africain, et qui aujourd'hui est un cirque qui s'exporte dans le monde entier. Ouais, vous avez puisé dans la tradition existante. Exactement. Pour pouvoir justement mettre ça en place. Exactement. Alors, il y a pratiquement presque 50 artistes. Toujours, oui. Dans le Cirque Africa. Toujours. Comment est-ce que vous avez pu les choisir? Sur quelle base? Comment vous avez constitué cette troupe? Alors là, en l'occurrence, on a travaillé avec les 2 écoles que je mentionnais à l'instant, donc Zip Zap Circus en Afrique du Sud et l'école de Winston Rudle en Tanzanie. Donc on a organisé des gros castings en Afrique. Les artistes venaient de partout. On leur a donné notre ligne, j'allais dire éditoriale, on leur a expliqué ce qu'on attendait et on a choisi les numéros sur place directement. De la même manière, le matériel a été fabriqué en Afrique. C'est une chose à laquelle on tenait également. Je ne sais pas si tu te souviens, toutes ces marionnettes géantes articulées. Là, c'est par exemple du recyclage. On sait qu'en Afrique, on est les rois du recyclage. La girafe géante de 3 mètres que l'on voit, elle a été fabriquée à la base avec des pneus recyclés. Donc voilà, ça aussi c'est quelque chose qui est typique de l'Afrique et sur laquelle on a voulu travailler. Ensuite, on a eu véritablement un soutien de la diaspora africaine, notamment de la part de ce qu'on appelle les guépards. Je ne sais pas si tu vois à quoi je fais allusion. Ce sont ces étudiants qui ont quitté l'Afrique pour aller réaliser de brillantes études à l'étranger et qui, plutôt qu'embrasser une carrière prometteuse dans leur pays d'accueil, reviennent en Afrique pour essayer, par la culture, de créer un ascenseur social pour les jeunes. Et donc, effectivement, dans le cadre de la Journée mondiale de la culture africaine, qui a eu lieu pour la première fois l'année dernière, Cirque Africa était un événement majeur.
comme effectivement levier de la socio-culturelle pour les artistes. Et c'est quelque chose qu'on a pu vérifier. Alors ce qu'on remarque aisément lorsqu'on assiste au spectacle, c'est qu'on a l'impression que cette troupe, je dirais, d'artistes venus de différents pays, ne forme qu'une seule et grande famille. Ça se voit, ça saute aux yeux. À la fin, il y a une espèce de communion. Vous avez réussi à créer cette communion déjà entre les artistes et avec le public. Mais je crois que c'est pas véritablement un travail. Je crois que c'est un propos sincère. Ce sont de véritables rencontres qui sont fondées sur l'humanité et la volonté d'embrasser un projet ensemble. Ça veut dire qu'Alain Pachery a l'idée d'un spectacle. Un jour, il vient me voir et il me dit, voilà, je voudrais faire un cirque africain. Il y a dans la culture africaine tous les éléments propices à la création d'un spectacle africain. L'idée, évidemment, pour multiples raisons, m'a intéressé spontanément. Et on s'est dit qu'effectivement, on avait la possibilité d'aller à la rencontre de ces artistes, de les caster, de leur expliquer quel était notre projet, quelles seraient les étapes qui vont au-delà du spectacle. J'allais dire leur ascension sociale, le fait qu'ils puissent aider leur famille, pour certains construire leur maison, s'occuper de leurs enfants. Voilà, ça fait partie du projet global. On leur explique notre volonté artistique, mais on leur explique quelle va être cette aventure que l'on va vivre ensemble pendant 4 ans. Et ça, c'est vraiment la base de ce qu'on appelle la Phoenix Family, outre le fait, effectivement, qu'on soit très liés ensuite par les réseaux sociaux, par la dynamique qui se crée, mais il y a à la base la création de cette Phoenix Family qui fait que le spectateur ressent sur scène, ça nous a beaucoup été dit, cette joie de vivre, ce bonheur d'être là, en dépit des situations parfois dramatiques qu'ils vivent dans leur pays d'origine. D'accord. Alors justement, pour pouvoir mettre en avant, promouvoir ce concept, comment est-ce que vous êtes organisé ? C'est-à-dire ? En termes de communication, en termes de... Une fois que vous avez créé, je dirais, le produit, la création d'un point de vue créatif, comment est-ce que vous faites pour justement... Alors, parce que c'est un grand succès, parce que... Évidemment. Combien de personnes ont vu ce spectacle ? Plus d'un million dans le monde. C'est vraiment un spectacle qui a remporté le même succès en Martinique cet été dans le cadre du festival Aimé Césaire qu'en Ukraine, par exemple. Où là, par exemple, j'ai une anecdote assez savoureuse. On a joué en Ukraine au début des événements que l'on sait entre la Russie et l'Ukraine et à quelques semaines de la mort de Nelson Mandela. Donc on avait une rencontre comme ça magique entre des artistes habités par la perte d'un père absolu et un public ukrainien qui vivait une histoire en cours d'écriture. La fin du spectacle, vous avez tous les artistes de Cirque Africa qui avancent sur scène comme ça, qui forment une ligne et qui entonnent Asibolonga. La surprise, c'était de voir le palais des sports de Kiev, dans sa totalité, se lever, mettre la main sur le cœur et accompagner les artistes. Donc si vous voulez, ça c'est véritablement la réussite, c'est vraiment l'illustration de notre propos. On avait 2 peuples que tout opposait, parce qu'aucun des artistes n'était jamais allé en Ukraine, ils n'avaient jamais vu la neige pour la majeure partie d'entre eux, et il y avait comme ça, comme une alchimie involontaire, naturelle, qui s'est produite, et ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc nous, pour répondre précisément à ta question, cette idée de spectacle cirque africain, on l'a eue en 2002. On était à New York et j'ai été invité à voir comment ça s'appelle ? Universal Circus, qui est un cirque communautaire fait par les Noirs pour les Noirs dans un parc à Brooklyn. Alain Pachery d'ailleurs était le seul blanc de la salle. C'était magique. Le répertoire acrobatique n'était pas sensationnel, les numéros étaient moyens, mais par contre, il se dégageait une atmosphère vraiment magique qui me rappelait, moi, mon enfance et les concerts de Cassave, où j'ai pris conscience de l'appartenance à une communauté, où je me retrouvais dans une salle qui était le Zénith de Paris, où il y avait que des gens qui me ressemblaient, qui parlaient le même créole que celui qu'on parlait à la maison, qui écoutaient la même musique, et j'avais jamais vu mes parents dans une liesse aussi intense. On a ressenti ça à Brooklyn en 2002,
Et on s'est dit, voilà, si ça marche à New York, on doit pouvoir le faire à Paris. Donc c'est ce procédé-là qui a mis quand même une dizaine d'années, puisqu'on l'a fait pour la première fois en 2012, parce qu'effectivement, on n'avait pas les moyens de mettre la stratégie marketing en place pour présenter ce spectacle au public français. Il nous a fallu 10 ans pour réunir tous les éléments favorables à la présentation de ce spectacle en France. D'accord. Donc, le procédé est très simple. Alain Pachery a une idée de spectacle. Il a une idée très précise des artistes qu'il veut engager, des numéros qu'il veut présenter. Et mon rôle consiste à mettre en image son idée, créer un visuel pour les affiches, créer le storytelling, faire les recherches de manière à donner un corps à l'idée d'Alain Pachery. On a coutume de dire que lui, c'est le savoir-faire et moi, c'est le faire savoir. C'est vraiment comme ça qu'on présente notre binôme. Alors, pour pas faire une comparaison, mais pour parler des autres spectacles de cirque qu'il y a, au-delà des différences que tu as mentionnées, il y a d'autres différences, notamment au niveau de l'aménagement. Oui. Est-ce que tu peux... Parce que moi, d'où j'étais, j'ai l'impression de faire partie intégrante. Alors là aussi, c'est un procédé architectural révolutionnaire qu'est le Cirque Phénix. Alors pour la petite histoire, en 1999, nous avons reçu notre premier chapiteau, qui était un chapiteau de 4500 places. Il nous a été livré en octobre 99. Et le 24 décembre 99, je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu cette terrible tempête qui a déferlé sur la France et qui a détruit notre chapiteau. Elle a détruit le chapiteau à l'exception des loges des artistes et des loges de costumes. C'était un signe qui nous invitait à jouer immédiatement dans une autre salle. Je ne te cache pas que toutes les équipes étaient plutôt dévastées et on avait plutôt envie d'arrêter, mais Alain Pachery, lui, avait véritablement envie de continuer. Et donc, on a été accueillis au théâtre Mogador à l'époque, qui était dirigé par un ami à nous. Et à l'issue des représentations, Alain Pachery a décidé de dessiner le chapiteau révolutionnaire, insubmersible, arc-bouté à tous les vents, vraiment le colosse de toile. On a lancé un appel d'offres. Les Français étaient un petit peu réticents et ont eu peur du projet. Et c'est un cabinet d'études italien, Canobio, qui au début s'était engagé à réaliser ce projet. Et quand les Français ont vu que les Italiens allaient le faire, ils se sont greffés au projet. Et c'est finalement Voilerie du Sud-Ouest, un bureau d'études de Bordeaux, qui a fabriqué ce chapiteau. Sa spécificité, c'est que, à l'instar des ponts suspendus, il est dominé par des arches comme ça de métal qui nous permettent de supprimer toutes les structures internes. Donc il n'y a pas de poteau, il n'y a pas de mât, il n'y a pas de cortage. C'est une immense nef de toile, comme ça, de 6000 places assises et de 9000 places debout, ce qui en fait le plus grand chapiteau au monde. Et c'est un chapiteau français. Donc si tu veux, je t'expliquais tout à l'heure la différence entre le cirque traditionnel et le cirque contemporain. Là encore, les cirques traditionnels, les chapiteaux traditionnels sont de forme circulaire. Ils ont des poteaux, des mâts et des cordages à l'intérieur. Et là aussi, on a voulu s'affranchir de cette tradition-là pour créer le chapiteau qui s'adapterait parfaitement à nos créations. Je confirme qu'effectivement, on a une vision qui est totalement différente. On a une vision qui est en direct. C'est ça. Avec les artistes et qui facilite du coup la communion. Évidemment. Et puis le fait aussi, on n'a pas une piste circulaire. La piste de cirque, normalement, elle est de 12 ou 13 mètres de diamètre, elle est circulaire. Nous, on a une piste de 200 mètres carrés rectangulaire. Là aussi, ça, au niveau de la scénographie, ça apporte des choses totalement différentes. Donc, une certaine cohérence à tous les niveaux, dans une volonté de rester un cirque, mais, là encore, en s'autorisant des libertés qui nourrissent notre propos. Très bien. Alors, fort de tout ce que tu nous as dit, le concept du Cirque Africa, les différents messages, le rôle social qu'il y a derrière, à quoi est-ce que cela te connecte? Qu'est-ce qui te motive derrière ça? Alors, je crois vraiment que la pratique de ce métier, tel qu'on l'a fait, c'est quelque chose qui nous nourrit tous chaque jour. Quand je dis nous nourrit, je parle nous nourrit spirituellement, intellectuellement. Cette symbiose, cette alchimie que l'on forme avec des gens
dont vous pouvez imaginer la surprise, j'allais dire même le tsunami, quand ils vont voir leurs parents et qu'ils vont leur dire papa, maman, je veux arrêter mes études, je veux être artiste de cirque. Quand on prend cette direction-là, on sait qu'on ne sera jamais millionnaire, on sait qu'on ne sera jamais célèbre. On est dans une époque de l'image où on a des jeunes adolescents qui veulent être stars, qui veulent être célèbres, mais sans avoir un vrai projet artistique. Là, vous avez des gens qui vous disent « je veux être acrobate ». On peut aisément imaginer que ces gens ont une vision sur le monde qui est singulière. Elle n'est pas soumise à l'argent, elle n'est pas soumise au pouvoir. Il y a effectivement cette idée un petit peu hippie de considérer l'existence, et ça vraiment c'est quelque chose qui nous nourrit. Donc notre volonté, c'est à la fois de créer des spectacles divertissement, puisque c'est pas un gros mot, on est vraiment dans le divertissement, mais de pouvoir distiller des messages, changer des destins, et en changeant ces destins, on change véritablement le nôtre. Chez nous, je vous le disais tout à l'heure, on a des gens de toutes les nationalités, de toutes les religions. Je pense qu'on est vraiment une PME avec une PME exemplaire à ce niveau-là. Alain Pachery a instauré, pas plus tard que l'année dernière, les célébrations au sein de l'entreprise de toutes les fêtes religieuses. Ça veut dire que les gens ont des jours off pour Pâques s'ils sont catholiques, ils sont libres pour Kippour s'ils sont juifs, et ils sont libres pour l'Aïd si ils sont musulmans. Et voilà, c'est un respect de l'individu dans sa totalité, ce qui installe un climat de confiance et une volonté commune de se dépasser pour l'autre. Donc évidemment, on est une entreprise commerciale, mais je pense que ce tissu affectif que l'on nourrit, cette affection que l'on a, que l'on manifeste à nos collaborateurs, elle est vraiment la source de notre réussite, et on ne pourrait pas concevoir notre façon de travailler autrement. Donc du coup, le conseil que tu pourrais donner à un entrepreneur, c'est de pas faire du business pour faire du business, parce que pour générer de l'argent, mais c'est de se connecter à quelque chose de supérieur, à une passion, quelque chose qui va t'animer. Alors, je me garderai de donner des conseils à un entrepreneur. Par contre, je peux effectivement souligner que notre expérience, d'un strict point de vue empirique, est une réussite. On a fondamentalement modifié nos méthodes de management. À la communication, moi, mes collaborateurs sont tous des partenaires. Il n'y a pas de considération hiérarchique. Ça installe un climat de confiance, mais aussi un climat de responsabilité. C'est l'entreprise de liberté dont on parle énormément aujourd'hui. Mais de la même manière, dans les méthodes de management et de marketing, on s'inspire également de cela. C'est l'humain au centre de tout. Pour vous donner un exemple, Alain Pachery est vice-président de l'association Petit Prince, qui réalise les rêves d'enfants malades, qui est une fondation qui change le destin de familles qui sont empêtrées dans la difficulté de vivre la maladie d'un enfant. Moi, je suis très engagé dans la lutte contre la mucoviscidose, et à tous les niveaux, aussi bien les équipes techniques que les équipes de création, que les équipes administratives, on est vraiment habité par cet altruisme qui fait qu'effectivement, on regarde tous dans la même direction et on nourrit un projet parce qu'on est habité des mêmes valeurs, véritablement. Ça, c'est quelque chose qui est important. Je sais que ça fait un peu discours rhétorique, mais c'est pas une posture. Ça demande des efforts, ça demande une constance, mais c'est quelque chose qui est vraiment essentiel à notre activité. Le travail, l'aspect commercial, c'est une chose, mais il va de pair avec l'humanisme, le respect de l'individu, l'universalité, l'accueil. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très important pour nous. Donc, par rapport justement à ces différentes notions, quelles sont tes sources d'influence ? Qui t'a influencé en grandissant peut-être ? Alors, j'ai fait des études littéraires, donc évidemment, le siècle des Lumières, paradoxalement, est quelque chose qui m'a considérablement inspiré. Il y a évidemment dans la littérature, j'allais dire négroïde, Aimé Césaire,
Léopold Senghor. Je suis très attaché à mes origines. J'ai, peut-être aura-t-on l'occasion d'en parler parfois, une position singulière par rapport au racisme, par rapport à la position et la façon de vivre sa négritude en France. Et voilà, je pense que tous ces individus, ces personnalités illustres m'ont vraiment nourri et ont fait l'homme que je suis. Et je pourrais aller aujourd'hui jusqu'à des personnalités comme Christiane Taubira, qui est une femme extrêmement cultivée, dont on partage ou pas l'idéologie, mais qui structure sa pensée par la culture, par l'éducation, et dont toutes les positions sont recevables à partir du moment où elles reposent sur la culture. Moi, je te le disais tout à l'heure, voilà, j'ai été inspiré par Martin Luther King. J'ai eu la chance de rencontrer des personnages comme Gordon Parks, qui a été le premier noir à avoir travaillé à Life Magazine et qui a fait le film Shaft. J'ai rencontré une femme qui s'appelle Flo Kennedy à New York, qui a été une activiste dans les années 60 aux côtés de Martin Luther King, qui m'a appris à ne jamais me placer en position de victime et de me servir de la culture comme un rempart. J'ai eu la chance de rencontrer Arthur Ashe, qui était devenu un bourgeois noir et qui m'a expliqué la façon dont il percevait son existence de star de tennis. J'ai eu la chance de rencontrer Spike Lee, lui aussi qui a fait énormément pour la culture noire. Et ce sont des gens dont j'ai partagé la vie pendant un moment et qui ont véritablement fait l'homme que je suis aujourd'hui. Alors du coup, vu que tu as voyagé, tu as vécu à l'étranger, tu viens de le dire, tu as rencontré différentes personnalités, quel est ton point de vue, sans rentrer dans les détails, mais par rapport à la situation en France, par rapport aux différents, on va dire, dérapages, entre guillemets, qu'on voit dans l'actualité de certaines personnalités. Comment tu réagis par rapport à ça? Alors, je dois préciser avant que, effectivement, ce que je vais dire n'engage que moi, mais c'est le fruit d'une réflexion mûrie. Je crois que la France n'est pas un pays raciste. Dans le sens où le racisme, pour moi, est une pensée idéologique fondée sur des pseudo-valeurs scientifiques qui voudraient laisser entendre qu'il existe une supériorité d'une race sur une autre. Voilà, pour moi, le racisme, c'est ça. Ensuite, je me rends compte dans mon quotidien que la France n'est pas un pays raciste. Effectivement, c'est un pays qui est en crise existentielle et j'ai davantage le sentiment que le monde est en train de changer structurellement, que tout le monde joue un petit peu des coudes pour trouver sa place dans ce monde-là, mais que dans 15, 20 ans, on parlera de ça avec un sourire. Je ne dis pas que les choses sont faciles. Il y a des gens pour lesquels c'est beaucoup plus difficile, notamment pour les jeunes des quartiers, dont on sait que 1 sur 2 est au chômage, qui sont déscolarisés et qui n'ont pas de perspective. Donc je sais que les choses sont difficiles, mais c'est davantage, je pense, un racisme social que une idéologie selon laquelle une race serait supérieure à une autre. Ensuite, d'un point de vue strictement anecdotique, pour parler de l'actualité et de la sortie récente de Nadine Morano, là aussi j'ai un positionnement qui n'engage que moi, mais je n'ai pas été particulièrement favorable au retrait du mot race de la législation et du dictionnaire. Encore une fois, c'est l'idéologie selon laquelle une race serait supérieure à une autre qui me gêne davantage que le mot race. Et la sortie de Nadine Morano, voilà, moi j'ai entendu ça. Immédiatement, la mécanique intellectuelle qui m'a animé, c'était, voilà, là on parle de la Martinique est française depuis 1635, et on va parler de la ville de Nice qui est française, qui est devenue française 225 ans après la Martinique. Est-ce qu'on a besoin d'une semaine de polémique pour comprendre à quel point cette sortie est juste le fruit de l'ignorance? Et à chaque fois que j'ai été confronté au racisme, j'avais toujours en face de moi quelqu'un d'ignorant. Jamais je n'ai rencontré quelqu'un qui faisait preuve du racisme idéologique dont je parlais. Et pour compléter ma réflexion à ce sujet, il y a énormément d'enfants dans ma famille. Aujourd'hui, il y a peu d'enfants noirs dans ma famille. Il y a des enfants, donc beaucoup d'enfants mulâtres.
qui ont une parfaite conscience de leur négritude, mais aussi du fait qu'ils sont européens, qu'ils sont français. Et ces enfants-là seront aux affaires dans 20 ou 30 ans. Et c'est pas une volonté idéologique que d'être mulâtre, que de respecter autrui. C'est leur structure même. Ils sont le fruit d'un père blanc et d'une mère noire. Ils sont structurés comme cela. Ils vont avancer dans l'existence comme ça. Et je pense que nous sommes les dernières générations pour lesquelles ce discours un petit peu nauséabond fait encore écho, mais ça va mourir de mort naturelle. C'est une conception parfaitement personnelle qui est fondée sur l'expérience de ma vie. Tes rencontres et tes différents Absolument. voyages, tes lectures, Absolument. etc. Quand on voyage dans le monde, on se rend véritablement compte que ce sont souvent des propos électoralistes, claniques, partisans, qui sont plus de l'ordre de la posture que de la vraie conviction intime. Alors après, il y a effectivement des choses qui sont inacceptables, mais il y a une législation qui est présente et qui permet à chacun, s'il se sent insulté, de pouvoir se défendre devant les tribunaux. Mais je ne crois pas qu'en France, il y ait un racisme idéologique. Je dirais en revanche qu'il y a une islamophobie évidente qui là aussi repose sur un manque de connaissances et peut-être une responsabilité des médias. Mais encore une fois, j'ai vraiment la conviction ardente que c'est juste le monde qui est en train de changer et que demain, tout ça paraîtra parfaitement naturel et on n'entendra plus ce genre d'ineptie. Excellent. Comment est-ce qu'on peut garder, les téléspectateurs peuvent garder contact avec toi? Quelle est l'actualité du Cirque Africa? Je crois qu'il y a en comparaison d'un 3, il y a aussi Cirque à Cuba. Alors, à partir du 14 novembre prochain, au Cirque Phénix, dans le 12e arrondissement de Paris, va commencer Le Petit Dragon, qui est un spectacle qui réunit sur scène les étoiles du cirque de Pékin et les moines Shaolin, où là, on relate les aventures d'un enfant élu qui, par la sagesse, la méditation, va changer le destin difficile qui lui est promis. On est déjà à 350 000 places vendues, on peut déjà dire que c'est un triomphe. Le spectacle correspond à toutes les générations de spectateurs, c'est comme je vous le dis, on travaille véritablement pour que les enfants, les adolescents, les adultes et les seniors partagent un moment de liesse ensemble. Ensuite, la saison prochaine, et là on est très très fiers, on présentera à Paris Cirque à Cuba. On a fini le casting en juin dernier à La Havane. Et là, dans l'esprit de Cirque Africa, ça va être une grande fête joyeuse et colorée qui présentera le Cuba en devenir. Ça veut dire qu'on s'éloigne là encore du folklore pour présenter une espèce d'allégorie, une vision parfaitement personnelle de ce que pourra être Cuba demain. Et en 2017, on a Cirque Africa 3. 2017, Cirque Africa 3. Voilà, qui est en préparation. Le casting est en cours de montage. Le spectacle est en cours d'écriture. Et si tu le permets, on se reverra à ce moment-là et c'est avec plaisir que je t'en parlerai. Excellent. Voici donc notre entretien avec notre ami, pas Charles Dickens, mais David Dickens, qui s'achève. Merci beaucoup pour toutes ces perles de sagesse. Je pense que ton message a bien été passé à la caméra. Merci infiniment. Vraiment, je suis très content et très honoré d'avoir fait cette petite vidéo avec toi. Merci. Excellent, merci.